À moins de 3 mois des élections européennes, Emmanuel Macron a donné le départ de la campagne. À coups de tribune dans la presse des 28 pays de l'UE, le président français compte sur ses appuis médiatiques pour redorer son blason sur la scène nationale. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika a bien été déposée. Le président algérien, malade et grabataire, a assuré vouloir briguer un 5e mandat afin d'organiser une transition pacifique dans le pays. Les Gilets jaunes poursuivent les grandes manœuvres. Avec un acte 16 à l'image des précédents rassemblements, le mouvement commence peu à peu à perdre de l'espoir et pourrait se retrouver noyé dans les européennes. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron part en campagne. À moins de 3 mois des élections européennes, le président français a la ferme intention de prendre la tête des progressistes européens pour redorer son blason sur la scène nationale. Une opération pour laquelle il va pouvoir bénéficier de ses fidèles soutiens de la presse subventionnée. Macron revêt le costume de candidat alors qu'il se mettait déjà largement en scène dans le grand débat national pour jouer les prémices de la campagne pour les élections européennes. Cette fois, le président français se lance ouvertement dans la course à Bruxelles. À moins de 3 mois des scrutins de mai prochain, Emmanuel Macron poursuit sa volonté de s'ériger en patron de l'Union européenne progressiste. Avec un entretien à la télévision italienne Rai Uno dimanche soir, le président français avait dans l'idée d'apaiser les relations avec Rome après que le chef de file du mouvement 5 étoiles et vice-premier ministre Luigi Di Maio a rencontré des gilets jaunes dans la capitale italienne début février. Un épisode requalifié depuis de simple malentendu par le président français. Dans l'entrevue, Emmanuel Macron a également concédé avoir commis des erreurs. Mais commencer par une apparition en Italie n'était pas le fait du hasard. La botte, dirigée depuis plus de 9 mois par un gouvernement de coalition des patriotes entre la Ligue et le M5S, est l'incarnation de tout ce qu'Emmanuel Macron souhaite combattre lors des prochaines élections européennes. Et pour cela, comme lors de la présidentielle de 2017, il pourra compter sur un soutien de poids de la part des médias, puisque mardi, une tribune d'Emmanuel Macron sera publiée dans 28 journaux des 28 pays de l'UE. De la propagande au gros sabot, une propagande dont le but est clair, dynamiser la campagne au profit des partis progressistes comme Emmanuel Macron aime se nommer. Car il faut dire qu'avec la crise des Gilets jaunes, l'engouement pour l'échéance prochaine n'est pas au beau fixe. Et Emmanuel Macron considère à raison qu'une victoire de son mouvement pour les européennes pourrait bien arranger ses affaires en réaffirmant sa légitimité pour faire taire la contestation. Par ailleurs, le mouvement présidentiel n'a toujours pas choisi sa tête de liste pour livrer bataille jusqu'à Bruxelles, une absence qui explique l'omniprésence du président en figure de proue. Pour autant, sur ce sujet, des rumeurs circulent sur la possibilité d'envoyer Agnès Buzyn, l'actuelle ministre de la Santé, en tête de gondole. Une candidate qui se retrouverait comme un poisson dans l'eau au Parlement européen où les lobbyants toujours règnent en maître. En effet, après de nombreuses années à œuvrer directement pour les laboratoires pharmaceutiques, le ministre responsable de l'obligation vaccinale devrait vite trouver ses repères. Avec son discours policé et son dévouement à l'égard de la Macronie, ajouté au fait qu'elle serait une figure féminine, Agnès Buzyn pourrait être l'incarnation parfaite des progressistes du président français. Le ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, pourrait également faire l'affaire, à l'instar d'autres proches du président tels que Gabriel Attal, Benjamin Griveaux ou bien d'autres encore. Quoi qu'il en soit, pour le moment, le champ est laissé libre au président tant l'échéance européenne aura une résonance sur l'échiquier national. Soufflant le froid et le chaud pour envoyer des signaux à presque tous les bords politiques, Emmanuel Macron n'hésite pas à affirmer qu'il se bat pour une Europe souveraine comme lors de son discours à la Sorbonne. Le roi du « en même temps » devrait donc finalement bénéficier de l'instabilité de la période, conjuguée à un pénible Brexit du côté de la Grande-Bretagne. Le tout avec un soutien indéfectible des médias. Abdelaziz Bouteflika sera bien candidat à sa propre réélection dans un contexte algérien tendu. Cette nouvelle a renforcé les opposants au président en place. En cas de maintien au pouvoir, le président affirme cependant qu'il n'ira pas au bout de son mandat. Olivier Frère-Jacques. Dimanche, le clan Bouteflika a déposé la candidature du président sortant pour les élections d'avril, la fin d'un relatif suspense qui tenait en haleine l'opinion outre-Méditerranée, où de nombreuses manifestations se déroulent contre un 5e mandat de celui qui est à la tête de l'Algérie depuis 1999. Un climat tendu, avec des manifestations nocturnes à présent et un risque d'embrasement réel dans un pays où la moyenne d'âge est de 27 ans et où l'économie est pour le moins moribonde, l'Algérie étant un pays touché par ce que les économistes nomment le syndrome hollandais, un phénomène d'appauvrissement d'une nation s'étant trop reposé sur les ressources naturelles, délaissant le secteur manufacturier.
Dans ce contexte, ils sont des dizaines de milliers à refuser le maintien du président en place à la tête du pays. Bien sûr كان ما عنديش اسبوار باش تبدل الحاله ما نخرجش bien sûr راني خارج اليوم باش تبدل الحاله ماشي غير لا 5 موندا رانا حابين سيستم كاع يروح كاع سيستم ديغاج حنا خرجنا انا واحد خرج على جال ولادي داكور حنا عشنا درنا لاشام مونوبري حضرنا 88 حضرنا 90 حضرنا لا ديسيني نوار بلوس 20 طون تاع هذاك اللي راه قاعد دونك دركا سي بون لو شونجمون 260 وانتم دايرين هكذا سي بون الشعب مرك اوني با ديزيليتري. الشعب الجزائري حبوا يكرهوا لنا حياتنا يا الشعب باش نهربوا كامل نهربوا ولا شكا في البوطيات ولا نهربوا في الطيارات وماناش هاربين وماناش سامحين في الارض هذه ماناش سامحين فيها والجزائر ديالنا ماشي ديالهم هما اللي يروحوا ماشي حنا اللي نروحوا. Un vent de dégagisme qui n'est pas sans rappeler les fameux printemps arabes, des contestations ayant touché de nombreux pays méditerranéens et arabes à partir de décembre 2010, des mobilisations populaires qui déboucheront tantôt sur la chute des gouvernements en place, tantôt sur des répressions d'ampleur ou sur des durcissements des régimes. Et si les manifestations sont nombreuses de l'autre côté de la Méditerranée, des rassemblements ont aussi eu lieu dans différentes villes de France comme Paris et Marseille, des manifestations de Français d'origine algérienne et de binationaux, toujours hostiles à Abdelaziz Bouteflika. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une constituante élue, désignée par le peuple pour représenter donc ce mouvement-là et arriver à faire déguerpir tout le système. Tout le système doit partir. Il n'y a pas d'élection transparente en Algérie, c'est l'administration qui fait tout, c'est des élections truquées. Et que il n'y a pas, pour qu'il y ait des élections transparentes, il faut que l'environnement soit propice. Il faut qu'il y ait des partis politiques actifs. Il faut que les espaces publics, les espaces puissent être réappropriés par le peuple. Il fait jouer la carte de soit nous, soit les barbus. Et les Européens, comme ils ne connaissent pas la nature des sociétés arabes et les sociétés algériennes, maghrébines en général, et croient à ce mensonge, à ce grand mensonge, c'est soit la dictature, soit on va dire, soit un moustachu, soit un barbu. Loin de se cantonner à un simple problème algérien, l'enjeu des élections d'avril en Algérie est primordial pour la France et pour cause. Abdelaziz Bouteflika, et plus précisément le clan Bouteflika, au pouvoir à Alger, est le meilleur allié de la France pour endiguer les vagues migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne. Rappelons également que l'instabilité algérienne peut avoir des répercussions majeures pour la France puisque 10 à 15 millions d'Algériens peuvent aujourd'hui légalement prétendre à venir habiter en France. Une lettre du président Bouteflika, rendue publique dimanche par son directeur de campagne, a cependant donné des signes d'apparente bonne volonté du clan entourant le président. Dans cette missive, Abdelaziz Bouteflika se dit déterminé à organiser un changement de système en cas de réélection, un mandat au bout duquel il n'ira pas puisqu'il s'engage à organiser des élections anticipées pour lesquelles il ne sera pas candidat. Un compromis qui paraît équilibré mais qui ne devrait pas calmer les esprits, la machine contestataire étant lancée. L'absence du président, parti en Suisse pour des raisons médicales avec son frère Saïd, personnage clé de l'État algérien, participe de la confusion. Les événements algériens seraient d'ailleurs suivis de très près par le président français Emmanuel Macron, l'Algérie étant un partenaire économique de la France, mais aussi une potentielle bombe à retardement migratoire et terroriste via le Sahel. La présidence de la République reste pour le moment prudente face aux manifestations en Algérie, probablement pour éviter les erreurs passées en Tunisie ou en Libye notamment. Et un samedi de plus pour les Gilets jaunes. Pour le 16e week-end consécutif, les manifestants se sont rassemblés à Paris et partout en France. S'ils reconnaissent une baisse de la mobilisation, les Gilets jaunes entendent poursuivre leur mouvement avec le risque de se retrouver dépassés par les élections européennes. Thibaut Bastide. Goût de déjà-vu pour l'acte 16 des Gilets jaunes. Pour le 16e samedi consécutif, des milliers de manifestants ont battu le pavé à Paris et dans les principaux bastions de la mobilisation, tels que Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes. Alors que le précédent rassemblement avait été marqué par un regain de fréquentation, le soufflet est visiblement retombé pour ce 16e acte. Au total, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 39 000 manifestants en France contre 46 000 une semaine auparavant. Si ces chiffres ont une nouvelle fois été contestés par les Gilets jaunes qui, selon leur décompte, étaient plus de 92 000, les manifestants ont eux-mêmes concédé être moins nombreux. Une baisse de la fréquentation qui n'aura pas empêché certains heurts d'éclater avec les forces de l'ordre. À Bordeaux, le député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, a affirmé avoir été matraqué par la police alors qu'il quittait la manifestation. À Toulouse, une femme a été interpellée de façon virulente et un individu aurait été touché
touché au visage, vraisemblablement par un LBD à Paris. Dans le même temps, plusieurs policiers ont été visés par des jets de matière fécale à Marseille et à Montpellier. Des affrontements qui n'ont cependant rien à voir avec ceux rencontrés lors des premiers week-ends de décembre. Malgré un essoufflement, les irréductibles gilets jaunes n'entendent pas baisser les bras. En effet, de nombreux manifestants placent leurs espoirs dans la mobilisation du 16 mars pour l'acte 18. L'issue du mouvement, c'est simple. C'est toute la classe politique véreuse. Elle devra répondre de ses actes, les actes qu'elle a commis depuis 3 mois. Elle a blessé des gens, elle a mutilé des gens à vie avec des armes de guerre. Ça, déjà, ils seront jugés et punis par la loi. L'acte du 16 mars, ce sera l'acte 18. Éric et la France en colère appellent à un acte décisif. Alors comme ça marque la fin du grand débat, on va être tous très mobilisés, les Gilets jaunes, pour mettre la pression à fond au gouvernement et à Macron, lui dire qu'on lâche rien. Une date clé qui coïncide avec les 4 mois de la mobilisation et la fin du grand débat national lancé le 15 janvier dernier par Emmanuel Macron. Dans les défilés ou sur Facebook, les appels au rassemblement ont déjà été lancés. 16 mars, l'Aquitaine envahit Paris, ultimatum saison 2 proclamait ainsi une grande banderole accrochée sur un échafaudage à Bordeaux. Samedi, après que la gare Saint-Jean a brièvement été envahie par des manifestants. Ainsi, tous les espoirs semblent converger vers l'acte 18 qui pourrait toutefois être le point final de la contestation. Surtout que les élections européennes approchent à grands pas et qu'Emmanuel Macron a d'ores et déjà lancé la campagne. Une campagne dans laquelle les Gilets jaunes pourraient aussi avoir un rôle à jouer. Reste à savoir la forme qu'ils pourront lui donner. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Le gouvernement des Philippines va inculper 6 responsables de Sanofi Pasteur pour négligence grave ayant entraîné la mort. En 2016, une campagne de santé publique avait permis de vacciner 837 000 écoliers contre la dengue, maladie qui touche des milliers de personnes dans l'archipel. L'administration du vaccin a cependant été stoppée par les autorités après la mort d'une dizaine d'enfants. Sanofi a finalement concédé que son vaccin pouvait se révéler dangereux pour les personnes ayant déjà été exposées au virus transmis par les moustiques, mais a exclu toute possibilité de décès entraîné par son vaccin. Malgré les polémiques, le vaccin est toujours commercialisé dans des pays sud-américains et en Asie. Un diamantaire belge victime de la jeunesse éternelle alors qu'il subissait une opération d'élargissement du sexe dans une clinique parisienne. Le diamantaire a succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Pendant 1 heure, les médecins et les pompiers ont tenté en vain de le réanimer. Une enquête a été ouverte, mais un élément intrigue la police. La clinique était fermée quand le diamantaire est décédé. Pas de vague sur la colonisation. Dans une leçon de CM2, une institutrice a rappelé certains apports des Européens dans les pays colonisés. Un cours qui a fait réagir certains parents au point que le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, a insisté pour rappeler que la colonisation est un crime contre l'humanité. Après enquête, le rectorat a indiqué que la leçon faisait partie d'un chapitre dans lequel étaient aussi cités les aspects négatifs de la colonisation européenne. La République en marche traîne des amalgames malencontreux après Marlène Schiappa qui fait des rapprochements entre l'État islamique et la Manif pour tous. C'est au tour du député LREM Aurélien Taché de comparer le voile islamique à un serre-tête, accessoire qu'il considère lié au catholicisme. Une comparaison pour laquelle il s'est excusé après avoir été rappelé à l'ordre par le secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Cette dernière a insisté sur le fait qu'aucune femme ne se faisait lapider pour non-port de serre-tête. Du côté du sulfureux député Joachim Sonforget, on a préféré mettre tout le monde d'accord. Marc Fratani dénonce les agissements passés de son ancien patron Bernard Tapie. Il clame que ce dernier aurait acheté des arbitres et drogué des adversaires alors que ce dernier était à la tête de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie aurait aussi rencontré Jean-Marie Le Pen en 1993, information confirmée par les 2 intéressés. Dans cette rencontre, Bernard Tapie aurait demandé à Jean-Marie Le Pen de rester au second tour des législatives marseillaises pour lui permettre de gagner. Le président du Front National aurait accepté, conformément aux instructions de son propre parti, qui demandait à ses candidats, s'ils étaient arrivés 3e au premier tour, de ne pas se retirer du scrutin. Combat de cloche dans le Haut-Rhin, à Colmar, 18 habitants ont menacé de porter plainte contre l'évêché. La raison, les cloches sonneraient trop fort et empêcheraient les habitants de faire la grasse matinée. Une gêne que les nouveaux venus auraient pu prévoir puisque la cathédrale de Colmar, contrairement à eux, est là depuis près de 7 siècles.
Et pour finir, une nouvelle initiative dans la presse alternative. Des élèves de l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, ont lancé leur journal intitulé L'étudiant libre. Le premier numéro vient tout juste de voir le jour ce lundi avec à la une Marion Maréchal Le Pen et Philippe de Villiers. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Laurent Izard, normalien et agrégé d'économie, présente son ouvrage « La France vendue à la découpe », un constat alarmant sur le patrimoine français bradé à des repreneurs étrangers. Le brin de soleil, il est où? Il est d'abord dans notre formidable capacité à nous renouveler, à créer de la richesse. Il est dans notre patrimoine intellectuel. Qui lui aussi est convoité, mais qui existe et qui se renouvelle régulièrement. Il est dans la qualité de nos grands patrons d'industrie qui mènent bien leur barque dans la plupart des cas. Et puis il y a le génie français, il faut dire. Mais il est menacé, ce génie français. Il est menacé, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'on pourrait toujours abandonner notre industrie parce qu'il resterait le luxe, il resterait la haute technologie, il resterait l'art, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ça suffise à faire vivre tous les Français. Tous ces exemples que vous me citez, ils sont touchés. Ils sont touchés, mais on résiste plutôt mieux quand même. Et puis ce soir, vous retrouverez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le philosophe Alain Benoît pour la présentation de son dernier ouvrage « Contre le libéralisme, la société n'est pas un marché ». Et tout de suite, évidemment, votre rendez-vous avec la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Les ministres devraient peigner davantage leur liste d'accréditation et faire fouiller les journalistes à l'entrée des salles parce que nous vivons une époque d'espionnage mutuel généralisé, ce qui fait que si par hasard les discours, les déclarations se passent en petit comité, vous avez toujours ensuite le grand comité de la nation entière qui est invité à se faire une opinion. Et l'opinion, en l'occurrence, concerne le ministre de la Culture français, dont Gustave me rappelait récemment au bar qu'il dirigeait, avant d'être ministre, une poignée de concessionnaires Peugeot. Mais, a-t-il ajouté, comme tous ces cultureux courent après l'argent des entreprises pour financer leurs conneries, au fond, c'est très bien qu'il soit garagiste d'origine. Malheureusement, ai-je ajouté, il l'est aussi un peu dans son rapport avec la langue française. Par exemple, je me suis laissé dire que l'autre jour, v'là-t-il pas qu'il prononce un discours sur la langue, bien maltraité, dit-il, etc., et qui cède le pas face à l'anglais. Il dit qu'il faut réagir. Bon. Et que dit-il dès les premières phrases, notre ministre de la Culture? Eh bien, il dit que c'est un challenge à relever, chercher l'erreur. Alors là, c'est toujours moi qui parle. Je tiens ces informations de sources sûres. Il s'est mis à pouffer, paraît-il, à la tribune, immédiatement, d'un air de dire « j'ai glissé ça intentionnellement dans le discours pour vous faire réagir », mais manque de peau. Alors que la presse avait bien voulu l'absoudre au bénéfice du doute, une dizaine de phrases plus loin, il refait le coup. Il faut challenger ceci ou cela, dit-il. Alors, au récit de cette conférence de presse, mon sang d'écrivain français n'a fait qu'un tour et j'ai raconté à Gustave que j'avais plongé dans les abysses des archives du ministère de la Culture, qui regorge de sottises sur Internet et de platitudes, mais j'en ai extrait seulement ce discours où il, le même ministre, parle de sa dernière trouvaille qui est le Pass Culture. En gros, une subvention qu'on attribue à la jeunesse, une subvention de 500 € pour, je cite, que la jeunesse puisse accéder à des propositions culturelles près de chez elle, librement et sans contrainte. Le pass, dit le discours, les accompagnera vers l'autonomie dans leur vie culturelle et dans leur vie de citoyen. Et là, j'ai ajouté à l'adresse de Gustave, j'ai cherché un peu pour voir s'il parlait de leur vie d'homme, mais non, le pays n'est plus peuplé maintenant que de citoyens. Bon, là, Gustave, que j'y ai invité à embrayer assez sec, il a commencé par souligner que l'utilisation par ce couillon, je cite, mais je cite sans déplaisir, l'utilisation du mot « passe » alors qu'on prétend défendre la langue française va exactement dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure sur le challenge du garagiste Peugeot qui a fait une école de commerce.
C'est ça la culture Macron, c'est un garagiste ministre qui vous propose un pass culture en disant lol. Arrête, et je dis à Gustave, les garagistes, il en faut. Oui, a-t-il répondu, il en faut dans les garages. Et là, il a embrayé encore plus sec en disant à une dame qui était là et qui était, à part moi, la seule interlocutrice qu'il avait à se mettre sous la dent, j'ai lu cette histoire de passe culture dans les journaux. Alors, on va donner 500 € à des jeunes pour qu'ils aillent dépenser librement et sans contrainte. C'est tellement vrai que le gosse va pouvoir acheter des jeux vidéo en ligne sur des plateformes. Mais attention, seulement si les jeux ont été créés par des ateliers français. Mais non, disait la dame, c'est une expérimentation. Vous êtes d'où, madame? De Montpellier. Eh bien, manque de chance, votre petit-fils va pouvoir recevoir ces 500 € pour acheter librement et sans contrainte des produits culturels qui vont faire de lui un citoyen, parce que l'Hérault fait partie des départements pilotes. Et quand je dis pilote, ça inclut les simulateurs de vol, ajoute Gustave. Alors moi, j'ai fait une fois de plus mon avocat du diable, assez mollement, je dois reconnaître, parce que la lecture du discours ministériel m'avait bien énervé. Je lui ai dit, mais non, la plupart du temps, il s'agit de jeux où tu vois les pyramides égyptiennes ou la Grèce antique, c'est hyper documenté, c'est pour ça. Alors là, me dit-il, tu tombes mal. L'autre jour, j'ai essayé de voir celui sur la Grèce antique chez mon neveu. Eh bien, toutes les 3 minutes, tu es obligé de tuer quelqu'un à coups d'épée, de lance, de hache. En plus, le jeu en question est tellement réaliste qu'il faut changer d'ordinateur pour y jouer, parce que la plupart ne sont pas assez puissants. Alors, une fois de plus, je lui dis, mais ils peuvent acheter des livres. Attends, on va comparer, me dit-il, l'offre culturelle de ma boutique et celle de la Fnac Montpellier, si tu veux bien. Moi, je vends des livres de poche à 50 centimes d'euros. C'est-à-dire que pour le prix d'un jeu vidéo, on peut en acheter 100. Mais le ministère, lui, ne subventionne pas les achats de livres chez les bouquinistes. Ou, entre nous, tu peux acheter chez les bouquinistes Jacques Chardon, Lanza del Vasto, Gustave Thibon et même des monographies à la gloire de l'Opus Dei si tu as envie, alors que leur offre la noix, là, concerne les livres filtrés par la Fnac. Tu sais, c'est le magasin qui rime avec Daniel Pénac. Toujours la fabrique du citoyen, donc. Eh bien moi, comme il dit l'autre, et comme disait Diogène, c'est toujours donc Gustave qui parle, je fabrique des hommes. Et moi, impitoyable, je lui réponds, comment ça, tu fabriques pas des femmes? Mais tu n'es pas du tout dans la politique inclusive de tous ces gens du gouvernement qui disent celles et ceux. Et là, Gustave m'a dit, s'il y a quelqu'un qui sautera historiquement, c'est bien eux et c'est pas nous. Tous ceux qui ont voulu réformer l'usage ont dû ravaler leurs réformes tôt ou tard. Et le plus tôt sera le mieux. Vous n'êtes pas d'accord, madame, a-t-il dit. Elle a répondu, mais moi, vous savez, je n'ai que des petites filles et pas de petits-fils. Une prépare un concours scientifique, elle m'a dit l'autre jour que les femmes qui ont besoin de charcuter la langue pour être respectées ne le seront jamais. Patron, a dit Gustave, une autre bière pour madame. Mais c'est de la bière sans alcool. Alors, une autre bière de gonzesse pour madame, a dit Gustave, et la dame a trouvé ça drôle, mais elle a précisé qu'elle ne lisait pas les livres de Christine Angot. C'est pour ça qu'elle avait de l'humour. Abonnez-vous, merci. Les bourses ne cessent de monter depuis la fin janvier, engagées dans une course un peu folle, garantie par la souplesse de la Réserve fédérale américaine, qui a promis de maintenir les taux d'intérêt à bas niveau, avec un laxisme monétaire généralisé qui laisse songeur. Il y a une espèce d'illusion de profit pour les porteurs d'actions, mais la terrible logique du surendettement est bien à l'œuvre et fragilise dangereusement l'édifice. Quelques chiffres pour mémoire. La dette américaine atteint le record historique de 22 000 milliards de dollars. 22 000 milliards de dollars. Et le déficit public américain devrait franchir allègrement la barre des 1 000 milliards de dollars en 2020. La dette mondiale, quant à elle, s'élève, tenez-vous bien, à 184 000 milliards de dollars. 184 000 milliards de dollars, soit 225% du produit intérieur brut mondial. Cela ne s'était jamais vu dans l'histoire économique du monde. Ces chiffres, malheureusement, sont assez cohérents avec la situation française, puisque la dette de notre pays atteint désormais 2 350 milliards d'euros, ce qui n'est tout de même pas rien.
Un indicateur du mauvais état de la santé financière du monde pour ceux qui sont sceptiques, la hausse du cours de l'or sur les dernières semaines. L'or, en effet, a bondi de 15% en 3 mois. Et quand l'or bondit de 15% en 3 mois, le signe qui est derrière cette évolution est extrêmement clair. Vouloir à tout prix jouer les oiseaux de mauvais augure, tout cela évidemment n'a rien de très rassurant et l'on se dit qu'à tout moment, la machine économique mondiale peut se gripper brutalement, voire même s'effondrer temporairement. La seule et vraie question qui se pose est la suivante. Quand cela aura-t-il lieu? Donc, la hausse boursière apparaît être une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle est bel et bien l'arbre qui cache la forêt. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.